Donc, notre invitée ce matin sera Amy Porter. Nous sommes en train de la joindre. Elle est porte-parole des Democrats Abroad, le Parti démocrate en France. Avec elle, nous allons bien entendu évoquer les premiers pas de Joe Biden comme président, comme 46e président des États-Unis. Et puis, nous réagirons avec elle, nous lui demanderons une réaction avec elle de la disparition, on l'apprenait hier, d'une légende de la télévision américaine, Larry King, qui s'est éteint à Los Angeles. Amy Porter qui nous confiera quelques souvenirs qu'elle a eus avec avec Larry King. Eh bien, nous sommes en ligne avec Amy Porter. Amy Porter, bonjour. Bonjour. Bonjour, je rappelle donc que vous êtes porte-parole des Democrats Abroad, le parti démocrate en France. Alors, je le disais à l'instant avant de commenter les premiers pas de Joe Biden comme président avec vous, je souhaitais avoir votre réaction à la mort d'une légende de la télévision et du journalisme américain. On l'apprenait hier, la mort de Larry King, qui s'est éteint à Los Angeles. Je crois savoir, Amy, que vous avez des souvenirs très précis avec la légende Larry King. En fait, j'ai grandi à Miami dans les années 70. J'étais au lycée. Maintenant, vous allez tous pouvoir calculer mon âge. Et Larry King était à la radio à cette époque-là. Et en fait, il avait l'habitude de faire ses interviews dans un restaurant qui s'appelle Pumpernicks. Il y avait deux grands restaurants traditionnels, un peu comme Goldenberg's à Miami Beach, qui s'appelaient Wolfie's et Pumpernicks. Et Larry King faisait ses interviews à Pumpernicks et les gens passaient, il interviewait n'importe qui, l'homme de la rue, etc. Et de temps à autre, des célébrités passaient. Et donc, il interviewait des célébrités comme ça et je pense que mon père l'écoutait à la radio tous les jours. Donc, Amy, nous allons revenir avec vous sur les premiers pas de Joe Biden. Alors qu'il vient de prendre ses quartiers à la Maison-Blanche dans un contexte sanitaire complexe, les premiers jours du 46e président des États-Unis sont scrutés par des électeurs qui attendent désormais des changements rapides et efficaces. Environnement, immigration, santé. Le nouveau président des États-Unis a déjà signé 17 décrets revenant sur de nombreuses politiques de son prédécesseur Donald Trump. Aller vite, c'est cela le défi de Joe Biden dans les 100 jours qui viennent. Évidemment, il faut absolument qu'il montre qu'il est aux manettes et que l'action va suivre. Donc, il a déjà annoncé pas mal d'initiatives. Il y en aura d'autres. Toute la semaine prochaine, vous allez entendre des choses sur l'égalité des chances, le climat, l'immigration, effectivement, en plus en détail. Oui, il a beaucoup de pain sur la planche. Il faut quand même, en premier lieu, qu'il s'occupe du virus. C'est en train de le faire. Il a promis 100 millions de vaccins en 100 jours, donc 1 million par jour. Tant qu'on n'a pas endigué le virus, on ne peut pas faire revenir l'économie. Donc évidemment, ça viendra juste après. Et puis tout un tas d'autres initiatives, tout aussi importantes les unes que les autres. Alors la Covid-19, c'est l'ennemi numéro 1 de Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris avant les Républicains. Oui, bien sûr, le virus est l'ennemi numéro 1 de tous les Américains, pas que des démocrates. Donc, je voudrais que maintenant, il serait temps de tourner la page de la division et du chaos que nous avait instauré le président précédent. Les actions que prennent Biden et Harris sont pour tous les Américains. On n'indique pas le virus que pour les démocrates, on n'ouvre pas les écoles que pour les démocrates. On ne relance pas l'économie que pour les démocrates. Donc là, il ne s'agit plus de démocrates et des républicains, il s'agit de s'occuper du peuple américain, point. Alors, Joe Biden a hérité d'un pays en proie aux divisions. Dès le premier jour de sa présidence, il a appelé à l'unité nationale. Joe Biden va devoir redonner confiance en la démocratie en ne s'adressant pas seulement à ses propres électeurs.
Alors, parviendra-t-il à unifier un pays qui est fracturé, où le Trumpisme semble enraciné en profondeur, et comment capter ces Américains blancs de la classe moyenne en grande difficulté économique qui se sont d'ailleurs sentis très longtemps laissés pour compte et que Donald Trump a su amener à lui? Alors, j'aimerais tout de suite m'attaquer à ce mythe de l'électeur républicain et son anxiété économique. Le salaire moyen des républicains, c'est 70 000 $ par an. Hein. Ce n'est pas du tout des gens qui sont dans la misère. Les Trumpistes qui se sont attaqués au Capitole, si vous avez bien regardé, qui portaient des t-shirts absolument infâmes avec des slogans racistes et antisémites. Il y en avait qui portaient des manteaux Burberry. Il y a une dame qui est venue dans un avion privé. Bon, c'est pas ces gens-là. Amy Porter, voilà, nous vous avons retrouvé. On parlait donc de ce mythe, selon vous, de ces Américains blancs de la classe moyenne qui se sont sentis, en tout cas, laissés pour compte. Oui. Vous disiez que c'était un mythe. C'est un mythe, et le mythe que tous les électeurs démocrates, ce sont les élites des grandes villes qui ont fait des grandes écoles, c'est également un mythe. Les électeurs de Joe Biden comprennent des agriculteurs, des gens qui travaillent dans les usines. Enfin, le Parti démocrate a une base électorale qui est beaucoup plus large que les gens n'imaginent. Donc, ce que Joe Biden a dit dans son adresse d'investiture, évidemment, il veut réunir le pays, mais il faut appeler les choses par leur nom. Et il a parlé ouvertement de la suprématie blanche qui est à la base de pas mal de ces problèmes. Vous savez, la démographie aux États-Unis change vite. En 2045, les Blancs seront dans la minorité. Donc, toute la question est, est-ce que les États-Unis vont vraiment devenir une société multiraciale, multiethnique, multiculturelle? Et est-ce que ça sera accepté par cette partie de la population qui actuellement manifeste et même fait des choses complètement inouïes, illégales, pour maintenir leur suprématie? Il ne faut pas chercher plus loin que ça. Alors venons-en, si vous le voulez bien, à un personnage clé qui est Kamala Harris, la vice-présidente de Joe Biden. Le coup de génie de Biden, c'est d'avoir pris une femme considérée comme noire et qui est plutôt centriste. Il en aura bien besoin parce qu'il va être harcelé par la gauche. C'est l'analyse qu'a fait il y a quelques jours à peine Hubert Védrine. Hubert Védrine qui est l'ancien chef de la diplomatie du président français François Mitterrand. Est-ce que vous partagez son analyse ? Alors, je pense qu'Hubert Védrine n'a pas mis le pied aux États-Unis depuis longtemps parce que son analyse date d'il y a quelques décennies. C'est vrai que c'était un coup de génie de prendre Kamala Harris comme vice-présidente, tout comme les choix des membres de son cabinet. Maintenant, l'administration ressemble à l'Amérique pour la première fois depuis un petit moment. Donc, Kamala Harris est quelqu'un qui rassemble beaucoup de gens et qui a dit elle-même « Je suis peut-être la première, mais je ne serai pas la dernière ». Donc, il est important pour les gens de se rendre compte qu'on change d'air là. Et pour moi, en tant que femme qui s'est sentie il y a 4 ans, quand Trump est passé, alors que Hillary Clinton avait 3 millions de voix de plus, on s'est tous sentis voler un peu cette victoire. On attendait depuis toutes ces années la première femme présidente. Bon, on a un petit peu le lot de constellation maintenant, la vice-présidente, mais on est ravis de la voir là parce que elle va vraiment prendre un rôle important et c'est un choix de génie et un choix un choix courageux de la part de Joe Biden. Mais pour parler une petite minute de l'aile gauche, oui. C'est vrai que on a vu quand même une campagne autour de Joe Biden très, très unie. Même les plus à gauche de la gauche, les Bernie Sanders, les Elizabeth Warren, etc., ont fait campagne pour lui. Et là, on voit avec les nominations de Biden, et pas que aux membres du cabinet, mais si on regarde un petit peu en dessous,
Il vient de nommer 2 proches d'Elizabeth Warren à des postes très importants. Bon, il n'a pas pu donner un siège au cabinet à Bernie à cause de l'équilibre au Sénat, mais Bernie vient d'être nommé au très puissant comité de budget au Sénat. Donc, il va pouvoir quand même avoir son influence et petit à petit, Biden est en train d'étendre son état-major, je dirais, du milieu vers la gauche. Et c'est une très bonne chose. Donc, Kamala Harris, première femme vice-présidente des États-Unis, et beaucoup lui prédisent le passage au poste suprême à terme. Est-ce que vous sentez cela venir ? C'est tout à fait traditionnel pour les vice-présidents de se présenter quand leur président ne passe plus parce qu'ils ont déjà fait leurs 2 mandats ou pour d'autres raisons. Donc, il n'y aura rien de surprenant à cela. Mais il ne faut pas sous-estimer les ambitions de certains autres démocrates et à mon avis, elle fera partie d'un primaire relativement rude. Alors, l'équation politique, on le disait à l'instant, est plus que complexe pour Joe Biden. La majorité démocrate au Sénat reste fragile et Joe Biden risque de subir des pressions de toutes parts. Dans le même temps, il devrait gouverner au centre pour contenter son électorat et récupérer les républicains modérés qui vont se détourner de Donald Trump. Là, Kamala Harris, c'est clairement un atout pour Joe Biden. C'est vrai qu'elle a le vote qui, en cas d'égalité, elle a le vote qui tranche. Mais au-delà de ça, elle a ses années au Sénat et tous ces gens-là qui vont voter sont ses ex-collègues. Et Joe Biden aussi, même si ça date pas d'hier, il a passé quand même une 40aine d'années au Sénat. Il y en a encore certains qui étaient là au moment où lui, il était là aussi. Donc, ils vont pouvoir tous les deux s'appuyer sur leur expérience. Et d'ailleurs, quand il était le vice-président de Barack Obama, il jouait souvent ce rôle. C'est lui qui allait au Sénat pour essayer de convaincre les uns et les autres de voter telle ou telle législation. Donc, c'est vrai que l'équilibre est relativement fragile. Il ne faut pas sous-estimer l'idée qu'il pourrait y avoir 2 ou 3 républicains qui votent avec les démocrates en ce moment. Très bien. Alors, la perspective du début février d'un procès en destitution contre Donald Trump pourrait bien raviver les pro-Trump. Les démocrates semblent d'ailleurs apparemment divisés sur la tenue de ce procès. Paradoxalement, ce procès ne risque-t-il pas de nuire à Joe Biden en focalisant l'attention sur un Donald Trump qui ne demande que cela ? Et au-delà de ça, est-ce que ce procès n'est pas une erreur de stratégie politique finalement ? Alors, il est vrai que Donald Trump cherche toujours à avoir les caméras sur lui, mais je pense que dans ce contexte précis, devenir témoin de son propre procès n'est peut-être pas la lumière qu'il cherche. Alors, ce procès, les articles d'impeachment, donc le procès en destitution, ce n'est pas politique. C'est que on n'a pas pu laisser passer ce qui s'est passé au Capitole sans être puni, sans trouver un coupable. Sans avoir une réaction. On ne peut pas imaginer qu'un président soit au-dessus de la loi. Donc, il était très important pour la justice américaine de se rétablir et se dire la personne qui incite à l'insurrection doit être jugée. Bon, il s'avère que c'est le président des États-Unis, on s'y attendait pas, mais voilà, on en est là. Alors avec Donald Trump, les théories du complot se sont épanouies, avec notamment les adeptes de QAnon. Des adeptes que l'on a retrouvés lors des émeutes au Capitole. Joe Biden en a d'ailleurs fait une cible. Très rapidement, Amy Porter, a-t-il les moyens, Joe Biden, de venir à bout de ces complotistes ? Il y a à peu près 200 personnes qui ont déjà été arrêtées par le FBI. Donc, tous les imbéciles qui se sont postés des photos d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux en train d'envahir le Capitole. Donc, ça, c'est les arrestations faciles. Après, ils vont faire ce que le FBI fait toujours, c'est-à-dire essayer de remonter la filière et s'attaquer à la tête de ces groupes-là. Le fait que QAnon avait comme croyance que malgré tout Trump serait investi le 20 janvier, tout d'un coup ils ont vu que ça n'a pas été le cas.
Donc maintenant, il faut qu'ils trouvent un autre complot, une autre idée, un autre plan. Ils savent pas trop où se donner de la tête en ce moment. Je pense que il y en a un certain nombre qui vont se rendre compte que ils ont été dupés et que voilà, ça n'a jamais été programmé comme ça. Les autres, ces groupuscules ont toujours existé aux États-Unis. La seule différence, c'est que Donald Trump leur a donné la permission de venir et faire ça à la lumière. Avant, c'était caché, c'était sous terre. Ils vont, à mon avis, repartir sous terre. Ça sera peut-être un peu plus compliqué de les retrouver, mais ça n'arrêtera jamais. Dans tous les pays au monde, il y a de la contestation, plus ou moins farfelue. Bon, là, il s'avère que QAnon, c'est un petit peu frappadingue, mais pour ceux qui croient, il va falloir leur donner une porte de sortie, en fait. Et on apprenait il y a très peu que la Maison-Blanche a glissé un message secret sur son site pour recruter des hackers. Amy Porter, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Très belle journée à vous.